Bonjour. Ça fait trop bizarre, ça fait trop longtemps. À chaque fois c'est pareil. Quand on repart et quand on reprend, c'est toujours assez perturbant. Mais bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau décor. Et ceci est normal, car j'ai déménagé. Je ne suis plus à Brest, je suis à Paris maintenant. Voilà, et j'essaye de vivre ma vie de jeune poète à Paris. C'est une nouvelle aventure qui commence, et c'est sûr que ça change de ma chambre. Mais quand même, j'ai emmené avec moi des petites choses de ma chambre. Je vous montrerai ce que j'ai amené avec moi. Parce que j'ai aussi amené beaucoup de livres, donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour toute autre chose, et je suis assez en retard, je le sais, par rapport à d'autres. Voilà, l'année est déjà assez bien entamée, mais on reste quand même au mois de janvier, donc je peux encore le faire, sans que ça paraisse trop loin. Je vais venir te parler évidemment de mes meilleures lectures de 2023. Et encore une fois, j'ai fait beaucoup de bonnes lectures. C'était vraiment très difficile de faire un choix parmi toutes les lectures que j'ai faites. J'ai eu pas mal de déceptions aussi cette année, mais je vais pas y revenir dans cette vidéo. Voilà, moi je veux rester sur le positif. Donc restons sur le positif, il y a des livres qui m'ont qui m'ont fait réagir, qui m'ont perturbé, qui m'ont beaucoup marqué cette année. Et donc je voulais t'en reparler de ces livres-là. Alors j'ai fait ma petite liste, évidemment. Ce n'est pas vraiment par ordre, ce n'est pas une notation, cette liste. Je vais commencer par de la poésie, parce que cette année j'ai lu beaucoup de poésie comparé aux années précédentes et j'ai adoré ça. Donc évidemment, je te parle de poésie. J'ai découvert la poésie de Kate Tempest et je dirais qu'une de mes meilleures lectures, ça a été Les Nouveaux Anciens, aux éditions L'Arche. Alors évidemment, j'ai aussi lu Étreins-moi cette année, qui a été une très très bonne lecture également, mais c'est vrai que Les Nouveaux Anciens, ce recueil, ce petit recueil de poésie, m'a procuré une chose encore plus marquante. Je trouve que la plume est encore plus libre dans ce recueil, que la narration est peut-être moins obscure aussi, puisque là, Quai Tempeste nous met dans la peau de plusieurs personnages, des personnages de la vie quotidienne, des personnages modernes, contemporains, et elle va un peu les mettre sur un piédestal, les déifier d'une certaine façon, les rendre assez mythiques, et c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, dans la façon d'entrevoir la poésie chez Kate Tempest, et surtout cette poésie narrative qui, selon moi, est assez puissante. Kate Tempest a une voix qui marque, et je trouve que ça se ressent énormément dans ce recueil. Je pense que si tu veux te lancer dans la poésie contemporaine, passer par ce livre, Les Nouveaux Anciens, est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que on est quand même dans le cadre de la littérature anglo-saxonne. Je trouve que la poésie anglo-saxonne a une manière beaucoup plus libre de se présenter que la poésie française contemporaine, et que là en plus il y a un message. C'est pas un message qui est gavoldé, c'est pas un message opportuniste, c'est un message sincère et qui vient, on sent, du tréfonds de l'âme de Kate Tempest. C'est tout ce que cet artiste a envie de dire, et je trouve que on ressent toute cette liberté et cette tension en même temps dans l'expression de ce message à travers ce recueil. Donc on est voilà dans la vie de 6 personnages qui sont plus ou moins connectés les uns aux autres, évidemment. Il y a toujours cette notion de connexion entre êtres humains, cette nécessité, ce besoin de se connecter aux autres chez Kate Tempest, qui pour moi est une thématique assez forte, et surtout on sent voilà, que c'est sa thématique, ce sur quoi Kate Tempest veut absolument travailler, et ce sur quoi Kate Tempest met l'accent. Donc voilà, moi c'est une poésie qui me touche, c'est pour ça que ça fait partie d'une de mes meilleures lectures de 2023. J'ai adoré découvrir sa poésie cette année, je sens même que 2024 je vais rester sur cette lancée, puisqu'il y a plein d'autres livres de Kate Tempest que je n'ai pas encore lus, que ce soit des recueils de poésie ou même du théâtre, parce que Kate Tempest a aussi écrit du théâtre. Ça reste un artiste que j'ai envie de suivre vraiment jusqu'au bout, et qui en fait me touche énormément. Je commence déjà à avoir la gorge sèche, ça faisait longtemps, je suis trop content de faire cette vidéo. En 2023, j'ai lu un manga
qui n'est pas encore terminé, mais qui m'a quand même marqué. Je voulais à tout prix lire la suite à chaque fois. Ah, j'espère que vous entendez pas le frigo, parce que je suis juste à côté et que là il fait du bruit. Je suis désolé pour ça. Alors ce manga s'appelle Saturn Returns de Akane Torikai. Pour moi c'est vraiment un manga marquant. C'est un manga aussi qui est assez perturbant. C'est un thriller dans lequel on retrouve une femme écrivaine qui a écrit un best-seller, un peu en mémoire à l'un de ses ex. Et il se trouve que cet ex a disparu. S'est suicidé, est mort. Et donc elle va essayer de mener l'enquête par rapport à cet ex. Et elle va trouver comme ça énormément de points d'ombre autour de lui. Comme quoi en fait il avait envoyé le même message à cette femme, il me semble, des conquêtes amoureuses. Et ce message c'était une déclaration de mariage, c'était une demande de mariage. Et comme ça en fait elle va essayer de tisser le fil entre chacune de ces femmes-là pour essayer de découvrir qui il était vraiment. Et donc ça donne quelque chose d'assez incroyable et en même temps de très ténu, de très noir, de très sombre. Il y a un côté vraiment très mélancolique. On suit des personnages borderline. Donc il y a quelque chose de vraiment très sombre, assez dark et très noir. Donc lecteur sensible aussi s'abstenir parce qu'il va avoir aussi tout un discours autour de la sexualité qui est quand même assez fort, qui est marqué par cette espèce de zone grise en permanence. C'est une vision un peu cynique aussi de la sexualité, mais une vision que j'ai trouvée assez intéressante et assez passionnante parce que ça nous dit quelque chose des rapports entre hommes et femmes et à chaque fois il va avoir cette intention-là d'Akane Torikai de décrire au plus vrai, au plus brut, au plus réel ce que peuvent représenter les relations entre hommes et femmes dans la société japonaise et dans la société contemporaine. Ça nous parle beaucoup de solitude en fait, ce manga, et d'une espèce d'errance identitaire. Donc ce sont forcément des thématiques qui me parlent, et j'ai trouvé que c'était très passionnant. Je reste encore assez heurté par le personnage principal féminin. C'est un personnage très mystérieux, avec de nombreuses facettes, très complexes, et j'adore en fait ça. J'adore ce genre de personnage-là, où tu n'arrives pas très bien à la saisir, à la cerner, mais en même temps, tu sais très bien que c'est fait exprès. Tu sais qu'il y a quand même une part de très grande fragilité chez ce personnage-là. Et c'est cette fragilité auquel je m'attache en fait. Je trouvais que c'était très beau, finalement, cette manière-là de nous présenter un personnage aussi fébrile, aussi vulnérable, et en même temps assez fort. Donc c'est un manga que je te conseille, surtout le trait est assez brut. Un livre qui rejoint un peu ce que je viens de dire, avec cette ambiance assez sombre, assez noire, très mélancolique, et en même temps très borderline. J'ai lu cette année La cloche de détresse de Sylvia Plath, enfin l'année 2023, hein, tu m'auras compris. C'est aux éditions de Noël, c'est une réédition avec une nouvelle traduction il me semble. C'est franchement peut-être le livre qui m'a le plus perturbé de mon année 2023, auquel je repense très souvent sans que je sache réellement pourquoi. Enfin, je sais un tout petit peu pourquoi quand même, mais je m'y attendais pas à être autant bouleversé après coup par cette lecture. Quand je l'ai lu, c'est vrai que ce qui m'a le plus perturbé, c'est peut-être l'écriture, qui je trouve est parfois une écriture peut-être un peu trop brutale et peut-être un peu trop cynique. J'aime bien le cynisme, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, mais peut-être par petites touches, quand c'est agrémenté comme ça par un style peut-être un peu plus enveloppé, c'est le mot qui me vient. Là, je trouvais que c'était une écriture qui parfois pouvait être assez lourde, mais vraiment lourd dans le sens pesant par ce cynisme, mais en même temps, eh bien, c'est aussi ce qui fait réagir. Et je pense que justement, c'est un style qui décontenance, qui fait réagir. C'est un style franc, brutal, là aussi, mais qui n'est pas dénué de poésie et d'images très très fortes. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que ce livre résonne autant encore aujourd'hui, parce qu'on va avoir des images vraiment très poignantes, qui vient vraiment s'ancrer dans ta mémoire. Évidemment, l'image des figues, voilà, qui est un passage, peut-être le nœud même du roman, ce passage-là, qui en fait nous donne les clés
de réflexion par rapport à ce roman. Nous ne sommes pas dans un roman où nous suivons simplement une femme qui erre dans la vie. C'est un roman avec un sujet brutal, avec un sujet triste. Et c'est un roman triste, c'est un roman très triste et en même temps très violent aussi parce que on va suivre le parcours d'une femme, d'une jeune poétesse prometteuse qui arrive comme ça à New York et qui débarque un peu dans les soirées mondaines de poésie, etc. et qui trouve cette vie complètement absurde. Et cette absurdité va être telle que elle va aussi rentrer dans la vision de la vie de cette femme. Ça va déteindre sur sa vie. Et c'est une femme qui est comme ça, appesantie par toutes les normes sociales, qui est marginalisée parce qu'elle voudrait être plus libre, parce qu'elle voudrait être presque hors de cette société et hors de ces lois qui fondent nos sociétés et nos rapports humains. Surtout sur les femmes. Et donc il y a quelque chose qui vient la peser comme ça. Il y a cette norme du mariage, il y a cette norme de il faudrait que j'ai un mari, il faudrait que je trouve un travail. Et il y a cette marginalisation qui pèse aussi sur les femmes artistes. Et en plus de ça, il va y avoir des idées noires, des idées suicidaires. C'est une femme qui se pose énormément de questions, notamment sur sa manière de quitter ce monde. On va avoir tout un passage qui m'a beaucoup marqué où elle se met en tête des scénarios de mort possible. Comment me tuer le plus facilement possible. C'est une écriture sur la mélancolie, mais c'est pas de la mélancolie littéraire. Vous savez, la mélancolie très doucereuse comme ça. Non, c'est la mélancolie brutale. C'est le stade de la mélancolie hyper noire, hyper sombre, qui vient justement te mettre dans un étau. Tu ne peux plus voir le monde autrement que par le prisme de cette mélancolie. Et donc ça nous parle aussi de son internement psychiatrique, qui est pour moi peut-être le passage le plus violent de ce livre. Voilà, donc âme sensible s'abstenir. Mais malgré tout ça, ou je dois dire même en plus de tout ça, il y a quand même une poésie, comme un petit phare dans cette mer tourmentée. En fait, on suit du coup cette jeune poétesse Esther qui n'arrive peut-être pas à s'en sortir, qui voudrait s'en sortir, mais qui en même temps est complètement noyée, submergée. On nous présente un personnage qui est tellement désabusé que même vis-à-vis de l'altérité des autres et de son rapport aux autres, peut paraître aussi froid et violent. Je pourrais pas dire que ce livre, c'est peut-être mon livre préféré de tous les temps, mais en tout cas, c'est peut-être un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie de lecteur. En cette année 2023, j'ai aussi lu un roman classique qui m'a beaucoup interrogé et qui m'a aussi un peu perturbé. C'est Tonio Kröger de Thomas Mann. C'est la première fois que je lisais Thomas Mann aussi, et ça m'a d'ailleurs donné envie de lire d'autres livres de cet auteur classique. C'est un livre que j'ai trouvé d'une très grande modernité, à la fois dans le développement autour des relations entre les différents personnages. On assiste à une espèce de triangle amoureux, sans le savoir au début d'ailleurs, mais ça c'est surtout vers la fin, mais où on suit Tonio Kröger qui fait la connaissance d'un garçon et d'une fille dont il tombe amoureux à 2 stades de sa vie. Et en fait, ce livre est en 3 parties, et la 3e partie, en fait, il retrouve ses amours de jeunesse. J'ai trouvé la plume de Thomas Mann excellente dans sa manière de décrire les sentiments amoureux et le désir. J'ai peut-être été un peu moins séduit sur tout le discours autour de l'écriture, de la poésie et de l'art. J'ai trouvé un peu plus vieillot, justement. Il y avait ce côté très moderne et ce côté vraiment ancien qui était vraiment ancré dans son temps, qui se combinait dans ce livre. Mais c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et très passionnant à lire. C'est un livre qui, malgré tout, encore aujourd'hui, peut se lire justement avec cette modernité-là. Il y a quelque chose de très romantique, d'assez lyrique, moi qui me touche énormément. Et justement ce côté aussi où on est dans la psychologie de notre personnage principal, mais vraiment dans sa psychologie pure et dure, et où on suit un jeu qui se cherche, qui erre, où on assiste presque à une quête identitaire
et un roman d'apprentissage de cette façon-là, de cette manière-là. Et je dois dire que j'aime ça en fait. Et peut-être que 2023, pour moi, a été la révélation de mon goût pour cette littérature-là, cette littérature du roman d'apprentissage qui parle de désir, qui parle d'amour à différents stades, qui parle d'un personnage qui en rencontre un autre, qui va bouleverser sa vie et qui va le faire réfléchir sur le monde autour de lui. J'ai appris en fait cette année 2023 que peut-être c'était un genre, un sous-genre littéraire, un leitmotiv littéraire que j'aimais beaucoup et qui me touchait pas mal parce que c'est vrai que dans ma scolarité j'ai pu lire ce genre de livres, que ça soit Belle Amie ou même Illusion perdue il n'y a pas très longtemps. Ce sont des livres qui sont comme ça des romans d'apprentissage et que j'ai adoré. Donc je pense que oui, c'est un genre littéraire qui me plaît bien et j'aimerais en découvrir davantage peut-être en 2024. Et d'ailleurs dans ce même genre littéraire, cette année 2023, j'ai lu par exemple Demian d'Hermann Hesse. Alors je fais la corrélation entre les deux, je ne peux pas m'empêcher de faire la corrélation entre ces deux livres, entre Demian et Tonio Kröger, parce que je trouve qu'on retrouve cette même dimension, cette même tonalité. D'ailleurs, si je me rappelle bien, Hermann Hesse est quand même assez inspiré de Tonio Kröger et de Thomas Mann, justement de l'écriture de Thomas Mann. Je trouve qu'on retrouve ces points communs entre ces deux livres-là. Demian, j'ai énormément aimé justement la description de cette rencontre entre Émile Sinclair. Donc Émile Sinclair, c'est notre narrateur qui rencontre Demian. Et Demian va bouleverser sa vie. Parce que jusque-là, Émile Sinclair était un peu un enfant sage, qui se soumettait aux brutalités d'un autre élève, et en fait qui n'arrivait pas à réagir, qui n'arrivait pas à se mettre en conflit avec l'autre. Et Émile Sinclair va apprendre à s'affirmer davantage par sa rencontre avec Demian. Il y a quand même une part inquiétante chez Demian, et c'est de là d'où vient tout le suspense de ce livre d'ailleurs. Il y a cette espèce de côté presque mystique à la figure de Demian, comme si Demian était presque un fantôme ou un alter ego. Voilà, donc c'est aussi une lecture qui m'a intéressé, qui m'a beaucoup fait réfléchir, notamment sur même l'écriture romanesque, sur ce genre de structure narrative. Et pareil aussi, j'ai peut-être été un peu moins séduit par tout le côté très spirituel et religieux de ce livre. J'ai tellement souligné de passages. C'est sûr que j'ai adoré ce livre. Et oui, il y a cette espèce de dualité en permanence, et j'ai adoré aussi cette thématique-là, de la dualité. Donc voilà, donc ça a été aussi de très bonnes découvertes, et j'ai envie de lire encore d'autres choses de ces auteurs-là. J'ai lu un manga qui m'a vraiment accompagné dans les mauvais moments, mais qui m'a bien accompagné. Ça a été un peu le manga doudou pour moi de cette année 2023. C'est évidemment Love Mix Up de Wataru Hinekure et Haruko. Pareil, j'ai pas pu les emmener avec moi. Une comédie romantique que j'ai trouvée très pertinente et très intelligente. C'est du divertissement très intelligent qui m'a fait passer de très bons moments. C'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, parce que je trouve que c'est aussi important de parler de ce genre de livres qui nous font du bien. Et surtout là, j'ai trouvé ce manga en fait très rafraîchissant, très frais, que ça soit dans sa manière de développer les relations entre ces différents personnages. Ça joue avec les clichés du genre de la comédie romantique. C'est un jeu en permanence avec quand même des passages assez sérieux, et j'ai trouvé très bien amené. Des passages où on parle d'homophobie ordinaire, des passages où on parle de désir, où on parle de relation à l'autre, où on parle de comment faire couple, comment exprimer ses sentiments, pourquoi n'arrive-t-on pas à exprimer ses sentiments parfois. Et c'est surtout un joli manga sur les quiproquos, qui nous parle de la nécessité de bien communiquer avec l'autre, mais en même temps de ne pas s'en faire si on n'arrive pas à bien communiquer avec l'autre. L'important, c'est d'arriver à avoir un moment donné cette expression des sentiments. Et même, en fait, j'ai trouvé que c'était un joli manga, une espèce d'ode à la maladresse, et qui avait une très grande tendresse, et j'ai adoré ça. C'est sûr, tu vas au moins sourire avec ce manga, parce que les situations sont quand même assez burlesques, et que tout est vraiment tourné autour des quiproquos,
Et les quiproquos, c'est quand même un enjeu humoristique assez puissant. Je vais continuer avec de la poésie, évidemment, avec la poésie d'Ocheon-Dvong, que j'ai aussi découvert cette année. Donc j'ai lu Ciel de nuit blessé par balle, j'ai aussi lu son dernier recueil, mais je voudrais surtout te parler de ce recueil-là, qui pour moi est peut-être le recueil où je l'ai trouvé encore plus puissant. Ou en fait c'est le recueil où j'ai vraiment découvert sa plume poétique. Je l'avais déjà découvert dans Un bref instant de splendeur, qui est un roman, qui est une prose. Là on le retrouve dans des vers, et j'ai aimé aussi ces vers. C'est un livre qui nous parle comme ça d'identité marquée par les traumatismes et par un héritage de ces traumatismes, et par un héritage aussi d'un certain métissage. Mais un métissage qui peut paraître aux antipodes l'un de l'autre, puisque chez Ocheon-Dvong, il y a un côté américain et un côté vietnamien. Donc ça fait écho à la guerre du Vietnam. C'est aussi des poésies qui parlent de son identité homosexuelle, queer, et tout ça est en fait mélangé. Je trouvais que c'était très bien fait. Il y a beaucoup de feu dans cette poésie. Comment décrire le style d'Ocheon-Dvong? Pour moi, c'est un style qui justement allie très bien la force et la vulnérabilité, qui allie très bien cet espace d'intimité avec quelque chose de très collectif, avec quelque chose qui va au-dessus de nous en fait. C'est-à-dire que l'histoire personnelle vient se mélanger avec l'histoire avec un grand H. L'individu rentre dans la grande histoire. Et à travers ça, c'est plusieurs fragments d'identité et de sa propre identité que nous présente Ocheon-Dvong. Et donc c'est une espèce de puzzle, un labyrinthe. Ça j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui m'a le plus touché. En fait on retrouve comme ça des éclats d'Ocheon-Dvong, des éclats de lui-même. Ces espaces de violence qui malheureusement nous construisent aussi. On va avoir aussi un peu à la manière d'un bref instant de splendeur, beaucoup de poésie qui s'adresse à d'autres. Découvre vraiment la poésie d'Ocheon-Dvong aussi. C'est une poésie qui au premier abord peut paraître assez compliquée, ça je te l'accorde. Mais accroche-toi. Et même si tu ne comprends pas certaines choses, moi je suis persuadé que j'ai pas compris certaines choses. Et d'ailleurs j'ai fait beaucoup de recherches parce que il va utiliser des figures mythologiques propres aussi à la culture vietnamienne, et il va la mélanger avec la culture américaine. Et donc voilà, il y a des choses que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai essayé de chercher un peu par-ci par-là. Au tout début, il va y avoir l'image d'un cheval, et c'est quelque chose qui revient très souvent, cette image de chevaux. Et voilà, j'ai essayé de chercher ce que ça voulait dire. J'ai vu que c'était agrémenté comme ça de figures guerrières, et aussi d'une figure de désir en fait. Donc il y a toujours cet espace où la violence vient se mêler au désir charnel, sexuel, amoureux, et comment ce désir-là peut se construire autour de cette violence. Comment arriver à déconstruire ces désirs violents aussi. Donc j'ai trouvé que c'était un livre qui parlait très bien de la domination et d'une certaine façon de la violence. Ensuite, j'ai lu un roman peut-être un peu plus classique dans sa narration. J'ai lu L'Art de perdre d'Alice Zeniter. C'est vrai que pour une fois, j'ai été beaucoup plus séduit par la structure narrative du livre que peut-être par le style en lui-même, avec des phrases où on sent que ce sont des phrases qui ont été vraiment très très bien travaillées jusqu'au bout, qui sont très bien agencées, très bien quadrillées, cadenassées. Donc c'est vrai que c'est pas ce genre de style-là qui me touche le plus. Je le rapproche un peu d'un style à la Marguerite Yourcenar ou à la Flaubert. Voilà, donc je sais que c'est un style qui peut plaire en ce sens-là, parce que c'est un style qui reste quand même assez classique, et en même temps où rien en fait n'échappe, où rien ne déborde de ce style. Mais par contre, la structure narrative est très intelligente dans ce livre. Donc L'Art de perdre, ça nous parle de la guerre d'Algérie, mais plus que ça nous parle de l'identité algérienne qui s'est formée à la suite de la guerre d'Algérie, où on suit comme ça une famille sous plusieurs générations, et leur rapport à cette identité algérienne, colonisée par la France, décolonisée après, mais voilà, où les Algériens ont dû
ceux qui sont partis de leur pays et qui sont venus en France ont dû aussi peut-être un peu se morceler et essayer d'être plus français que français. C'est un roman contemporain qui mélange aussi beaucoup le côté roman historique avec une fresque sociale et une fresque familiale. Donc c'est très intéressant, c'est passionnant à lire. J'ai adoré ce livre et surtout il m'a fait découvrir énormément de choses parce que finalement je ne connaissais rien sur la guerre d'Algérie et j'ai pas peur de le dire, mais c'est vrai que je dois me renseigner davantage sur la guerre d'Algérie, sur ce qui s'est passé sur les colonisations françaises. C'est important et je trouve que justement ce livre-là est une porte d'entrée justement vers C'est un livre qui nous parle beaucoup d'absence, d'exil, ça nous parle beaucoup de quête identitaire puisque forcément il y a une absence quelque part. Il y a quelque chose qui est resté tabou à un moment donné et qui donc comme ça fragilise, reste en suspens euh, dans le cadre familial en fait, qui fragilise les rapports entre les différentes générations parce que euh, il y a ce silence. Ouais, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué en ce sens-là et que j'ai beaucoup aimé pour justement cette structure narrative très morcelée et très justement très bien cadrée, c'est-à-dire que c'est comme si Alice Zenitor nous prenait vraiment par la main sans pour nous autant nous infantiliser quoi. C'est un livre qui est très intelligent dans sa construction. Pour moi, c'est peut-être même un classique à en devenir. Un livre qui m'a fait pleurer cette année, Chambre séparée de Pierre Vittorio Tondelli. Voilà, je pourrais vraiment m'arrêter là, juste à dire que ce livre m'a fait pleurer et que c'est pour ça que je le conseille. C'est une histoire d'amour. Thomas se meurt à 25 ans parce qu'il est atteint du sida. Et Léo se retrouve comme ça, du jour au lendemain, presque veuf de cet amour qu'il a vécu avec cet autre garçon. On est dans les années 90. Pierre Vittorio Tondelli était lui-même atteint par le sida, il en est mort en 1991. C'est un auteur italien, très important d'ailleurs en Italie, qui résonne beaucoup apparemment dans les jeunes générations en Italie. C'est un peu le Guibert italien. C'est une plume qui se veut moderne, qui se veut justement dans l'esprit de ce temps, dans cet esprit de génération. Une écriture assez générationnelle, mais qui finalement arrive quand même à trouver un écho aujourd'hui, parce que c'est aussi une écriture très sensible, très sensuelle d'ailleurs, mais une écriture poétique en ce sens-là, qui n'hésite pas à parler justement de cette sensibilité, de cette énorme sensibilité et de cette errance. Et je trouve que ça parle très bien justement de cette errance de la perte en fait, et de cette identité qui se retrouve presque dépossédée de quelque chose. Une identité qui a été perdue puisque cet homme a perdu l'homme qu'il aimait. Et qui a un côté injuste à ça, parce que il est mort dans sa jeunesse. C'est comme si Léo s'était retrouvé vieux du jour au lendemain à cause de cette perte. On a l'impression de lire un peu l'errance d'un vieillard, quoi. Quelque chose d'assez perturbant, et puis même dans les lieux qu'il nous décrit. Donc ça nous parle d'un écrivain comme ça, donc il y a un côté assez autofictionnel aussi dans ce livre. Un écrivain qui erre d'endroit, de pays en pays, et qui est juste... qui n'est juste maintenant qu'une grande solitude, qui ne connaît que ça, et où tout lui paraît assez dérisoire. Et j'avoue que j'ai du mal en fait, à parler de ce livre-là, parce que tout ce qui m'a procuré était de l'ordre de l'émotionnel. Même si son écriture est très belle, et justement, enfin, il n'y aurait pas eu ce côté émotionnel s'il n'y avait pas eu cette écriture très sensible et juste même sincère et très vrai. Ce livre m'a marqué par l'intensité émotionnelle. Je trouvais ça très beau, quoi. Juste simplement très beau. Et donc je t'invite vraiment à le lire. C'est juste magnifique, voilà. J'aurais pas le temps dans cette vidéo de te lire un passage. Je pourrais t'en lire un pour vraiment te le présenter. Et juste ça, quoi. Parce que peut-être il y a
J'ai rien d'autre à dire de plus sur ce livre-là que juste ça. C'est un livre qui m'a bouleversé, que j'ai trouvé très très beau et une de mes plus belles lectures de 2023, voire même de ma vie de lecteur. Mais là, c'est vraiment une belle lecture dans le sens, une lecture, voilà, qui m'a fait pleurer tout simplement. Cette année 2023, j'ai lu davantage Violette le Duc et j'ai notamment lu Ravage. Donc là, c'est aux éditions Folio et je l'ai lu dans cette édition-là. Depuis, il y a eu une réédition de Ravage, celle-ci, qui présente en fait tous les passages qui ont été censurés à son époque, puisque Ravage a été censurée, Violette le Duc a été censurée elle-même dans tout ce qu'elle pouvait écrire, puisque dans ce livre, et c'est ça qui m'a le plus bouleversé et touché, elle nous parle en fait de la condition féminine de son époque. Elle nous parle de désir lesbien, elle nous parle d'avortement, elle nous parle de tous ces sujets-là qui étaient très importants pour l'époque et qui, justement, allaient à l'encontre, malheureusement, des normes sociales de l'époque et de la moralité de l'époque, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que ce livre a été censuré par Gallimard quand il a été publié dans les années 50-60. Et même en fait, ce qui est intéressant, parce que j'ai feuilleté cette réédition, même la dédicace a été censurée, c'est pour dire, il y a une dédicace à Simone de Beauvoir, ça a été censuré. Enfin, c'est hallucinant quand même. Mais bref, ça reste quand même un livre que j'ai adoré dans sa censure. Que j'ai adoré justement parce que j'ai trouvé très moderne et que je trouve que Violette le Duc est quand même toujours sous-cotée en France et devrait être étudiée. Vraiment, je trouve, hein, Violette le Duc devrait être étudiée au lycée. Pour le bac de français, il n'y a pas que Marguerite Yourcenar, il n'y a pas que Colette, il y a aussi d'autres femmes qui ont écrit et qui ont enrichi notre littérature française. Et Violette le Duc est une pionnière de l'écriture intime, de la littérature de l'intime, de l'autofiction, de l'autobiographie en France, et il faut le dire, et il faut le marteler, et il faut qu'elle soit étudiée en ce sens-là dans les études littéraires, dans les parcours et les cursus littéraires, au lycée, parce qu'au lycée, on étudie la littérature de l'intime, on étudie l'autobiographie, eh bien, il faut faire lire Violette le Duc, c'est important. Et c'est une voix qui compte, et c'est une voix qui me touche énormément, parce que c'est aussi une voix qui se cherche en permanence, et qui donc nous présente une littérature de l'intime qui n'est pas figée, qui est sans cesse empreinte d'indécision, empreinte de maladresse aussi, de non-confiance en soi. Violette le Duc n'avait pas confiance en elle et se posait énormément de questions existentielles, était toujours dans un espace assez flottant par rapport à son identité, par rapport à ses désirs et par rapport à sa façon aussi de vivre, de vivre dans la société française de son temps. Et en même temps, de cette manière-là, en présentant justement toutes ses angoisses, son anxiété, elle abat comme ça des tabous de l'époque. Et peut-être même sans s'en rendre compte d'ailleurs, mais elle est d'une extrême transparence, d'une extrême sincérité qui ne peut que toucher. Et moi, ça me touche énormément en fait. C'est aussi une femme hypersensible, d'une très grande sensibilité, qui avait en elle, qui portait en elle cette espèce de culpabilité liée à ses désirs. Je trouve ça absolument bouleversant aussi en fait. Et c'est une voix qui me bouleverse vraiment. En cette année 2024, je veux venir vous parler beaucoup plus de Violette le Duc. Et je veux relire ce livre, Ravage, dans sa version non censurée, qui comprend des livres qui ont été sortis d'ailleurs, qui ont été publiés séparément. C'est-à-dire que même Ravage a été censuré, et en plus de ça, a été tronqué de son début en fait. Il va y avoir le livre Thérèse et Isabelle par exemple, qui a été publié en dehors de Ravage alors qu'il appartenait à Ravage. Enfin, je trouve ça assez hallucinant quand même. Et il y a notamment eu un livre qui est sorti séparément il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La main dans le sac,
qui est juste un petit passage dans lequel Violette le Duc nous présente la première fois qu'elle a ressenti du désir pour une femme. Donc voilà, il y a aussi cette espèce de sensualité dans l'écriture de Violette le Duc qu'on a voulu censurer. Et donc pour ça, je suis très content que cette réédition soit là. Et enfin, je t'ai déjà parlé de ce livre plusieurs fois sur cette chaîne en te disant que c'était déjà ma meilleure lecture de 2023. Napalm dans le cœur de Paul Gouache aux éditions La Croisée. Pour moi, ça reste vraiment la lecture la plus marquante de 2023 qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai trouvé très inspirante dans sa manière de parler du désir, de la violence, de nous présenter comme ça une relation amoureuse dans un espace de guerre dévasté, une histoire d'amour assez interdite qui se joue aussi dans l'ombre et qui nous parle en même temps de langage. Donc c'est aussi un livre qui nous parle de langage amoureux en même temps que nous parler de langage violenté, de langage comme ça aussi censuré par la guerre et colonisé par la guerre en fait. Donc c'est aussi un road trip vers sa fin. C'est voilà, un roman qui est comme ça empreint de beaucoup de choses et que j'ai adoré. Je trouvais que c'était un ensemble qui se coordonnait très bien, un ensemble poétique en plus et que forcément c'était un livre qui marquait. Il va y avoir aussi tout un jeu autour de l'image dans ce livre puisque la fin de ce livre ce sont plusieurs photographies. Et voilà, il y a aussi il y a également tout ce rapport poétique à la langue et au rapport amoureux et je trouvais que ça décrivait très bien ces rapports de domination qu'il peut y avoir dans l'amour, surtout quand l'amour est caché, doit être caché. C'est forcément une violence. Quand l'amour est caché, doit être caché, quand l'amour est un amour interdit, quand l'amour ne doit pas être montré aux yeux des autres et qui doit se vivre dans les greniers, dans les caves, c'est forcément une violence en plus. Donc je trouvais que ça parlait très bien de ça, parce que je trouve qu'on a peut-être tendance dans la littérature homosexuelle à venir fantasmer cet amour violent et à peut-être ne pas l'interroger, ne pas l'interroger assez juste. Il y a ces derniers temps comme ça des livres qui nous parlent de relations homosexuelles qui justement arrivent très très bien à décrire ça, à décrire comment cet espace de violence arrive à exister encore aujourd'hui dans nos relations amoureuses homosexuelles. Et je trouve ça très important de lire ce genre de littérature-là aussi. On peut fantasmer, voilà, le fantasme n'est pas interdit, évidemment. Il faut que cette littérature du fantasme existe aussi, que cette littérature érotique et peut-être galvanisante et excitante existe aussi. Donc ça, je parle vraiment des romances peut-être homosexuelles. C'est quelque chose qui m'interroge. Et en fait, je pense que c'est important d'avoir ce genre de littérature-là, c'est vrai. Mais c'est aussi important d'avoir une littérature qui vient questionner justement ça, qui vient questionner tout ce fantasme de la violence dans nos rapports homosexuels. Et je trouve que Napalm dans le cœur le fait très très bien. Et merci aux éditions de La Croisée d'éditer ce genre de livre. Et voilà, je t'invite très fortement à aller le lire. J'en dirai pas plus parce que j'ai déjà assez parlé dans cette vidéo. Mais voilà pour mes meilleures lectures de 2023. J'ai dû faire des choix. Évidemment, quand même, il faut que je fasse une petite mention spéciale à 2 livres dans cette vidéo qui sont Lésion de Baptiste Terry-Gilbert aux éditions Blast. D'ailleurs, les éditions Blast, de manière générale, allez lire leurs livres, allez commander leurs livres. Une mention spéciale au livre Les Présents d'Antonin Crène aussi, qui pour moi était un peu une bulle de fraîcheur aussi et de tendresse. N'hésite pas à venir me dire ce que tu as lu en 2023, ce qu'a été tes meilleures lectures en cette année 2023 et ce que tu aimerais lire en 2024. Dis-le moi en commentaire, je serais ravi de pouvoir vous relire aussi dans cet espace d'échange et j'espère revenir plus souvent cette année, peut-être au moins une fois toutes les 2 semaines, je verrai. J'ai beau avoir déménagé,
je reste quand même dans cet espace de transition. Je sais pas du tout ce que l'avenir va me réserver. Donc je suis un peu dans cet espace d'incertitude, peut-être encore un peu anxieux par rapport à ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura intéressé. Et sur ce, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Salut, ciao ciao.